Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et Jeannot Rességuier. Bonjour Jeannot Rességuier, très heureux de vous avoir sur cette chaîne en interview. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jeannot Rességuier, je vais vous présenter en quelques mots rapides. Vous êtes la voix du foot sur RMC depuis 2001, notamment mythique présentateur de l'Arqué Foot, Louis s'attaque, coach Courbis, mais depuis 2012 vous êtes commentateur des matchs de l'équipe de France, des matchs de Ligue des Champions, vous avez vu sur le Final 8 notamment, et des coupes, mais aussi des grands matchs de Ligue 1. C'est 32 ans chez RMC, c'est bien ça? 32 ans chez RMC. Ouais, ça va même faire 34. 34 ans. Bientôt. 34 ans d'antenne, plus de 1600 matchs en radio, c'est absolument énorme. Et apparemment, vous êtes incollable sur le football féminin. Et d'ailleurs, c'est ma première question. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Alors peut-être que. Ouais. Je m'intéresse à tous les foot. Ouais, vous intéressez à tous les foot. Et d'ailleurs, ma première question, c'est par rapport à ces fenotes. On n'en reparle peut-être pas assez, mais elles ont réalisé encore un exploit. 7 Ligues des Champions. C'est absolument spectaculaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe féminine de l'Olympique Lyonnais qui est absolument énorme? Il y a deux choses. D'abord, ça récompense l'investissement qu'a fait Jean-Michel Aulas sur le football féminin, prenant dans la logique des choses la suite de Loulou Nicolin, qui a quand même été le précurseur du football féminin en France, même si ça a bien bougé du côté de chez moi à Toulouse à une certaine époque, et aujourd'hui c'est un petit peu inexistant. Mais pour revenir à l'Olympique Lyonnais, ça prouve tout simplement que quand on décide de mettre en place une structure, et dans un premier temps proche du professionnalisme, aujourd'hui complètement dans le professionnalisme, qui plus est en ayant maintenant une franchise aux États-Unis, ça veut dire qu'on a très vite compris à Lyon l'intérêt qu'il pouvait y avoir autour du football féminin, et la preuve en a été avec la Coupe du Monde 2019 en France. Le fait aussi que quand on investit dans le football féminin, on attire des partenaires différents qui ne seraient peut-être jamais venus à Lyon pour soutenir financièrement le club dans sa globalité et le football professionnel des garçons. Donc voilà, il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, on est récompensé. Là, c'est plus que de la récompense, ça veut dire que c'est de la régularité et que c'est un travail qui finit par payer. Alors, sans sous-entendre quoi que ce soit, mais même en changeant d'entraîneur, il y a cet effectif qui existe, il y a cet état d'esprit qui existe, en y rajoutant quelques touches de ci, de là, on arrive à maintenir un club au plus haut niveau. Alors attention, parce que je pense que Paris va finir par se vexer, que Bordeaux, avec les propriétaires américains, ont bien compris eux aussi que le football féminin pouvait être un bon vecteur. Donc peut-être qu'il y aura un peu plus de concurrence. En tout cas, pour l'instant, c'est Lyon qui domine. Ah oui, c'est Lyon qui domine. Et Jean-Michel Aulas aujourd'hui était vexé, puisque la une de l'équipe était plutôt sur Julien Alaphilippe, qui est maillot jaune, et un petit encart juste en haut qui disait juste spectaculaire, il me semble. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Michel Aulas? On ne met pas assez en avant ce football féminin, et surtout à Lyon. Alors, c'est un peu dur de résumer ça comme ça parce que le football féminin a été bien mis en avant, et notamment par pas mal de médias qui, pendant très longtemps, ont snobé le foot féminin. Nous-mêmes, on a fait une couverture à l'époque de la Coupe du Monde digne des garçons. On est un peu plus présent à RMC avec notamment Anthony Reich, qui est un fin connaisseur du football féminin et qui a retransmis la finale. Alors certes, on n'était pas sur place pour des raisons aussi sanitaires parce que c'est très compliqué en ce moment de se déplacer. Mais pour ce qui est du titre de l'équipe, j'ai vu que des joueuses aussi n'avaient pas trop apprécié. Sarah Boidi a fait un tweet aujourd'hui. Je ne sais pas que vous dire. Après, il y avait plusieurs l'une possible avec l'équipe à une certaine époque. Je ne sais pas si à Lyon il y avait une particulière et qu'à ce moment-là ils avaient mis en avant les filles, mais c'est vrai que ça valait quand même moi j'aurais partagé la une avec Alaphilippe, je l'aurais partagé comme une dame de cœur, ou une dame de cœur qu'une dame de pique. Voilà, d'un côté les femmes et d'un côté Alaphilippe. Après, c'est le Tour de France. N'oublions pas que c'est aussi un moment très populaire, même si c'est particulier et qu'on n'est pas en mois de juillet. Donc voilà, ça se discute, comme dirait l'autre, mais voilà, moi personnellement, j'aurais fait un petit clin d'œil à un jeu de cartes à la dame et en mettant une partagée. D'ailleurs, en parlant de Jean-Michel Aulas, vous savez, c'est un homme de combat. Il a combattu pour le retour de la Ligue 1, ça ne s'est pas fait. Et encore là, il est à chaque fois en train de défendre son club. Il est critiquable, Jean-Michel Aulas. Je pense que vous l'avez connu un petit peu en 32 ans de carrière. J'aimerais que vous me parliez rapidement du personnage Jean-Michel Aulas.
Il est incontournable dans le football, ça c'est la première des choses. Il est omniprésent, omnipotent, c'est tout ce qu'on peut définir éventuellement par rapport au personnage, mais il aime son club. Il protège son club, il défend son club. Quand il monte au créneau à l'époque de l'arrêt de la Ligue 1 et pour que cette Ligue 1 reprenne, il fait ça parce qu'il a conscience de tout ce que cela va induire au niveau économique derrière, tout ce que cela peut induire aussi d'un point de vue sportif, parce qu'à ce moment-là, il y a ce 8e de finale retour de Ligue des Champions à jouer et sans savoir si vraiment la compétition allait reprendre et sous quel format. On en a eu la réponse, on en reparlera. Ça, c'est le premier point. Un Bernard Tapie défendait son club de l'OM, un Claude Bèze défendait son club de Bordeaux, un Loulou Nicolin à Montpellier a toujours été présent. Voilà, à Paris, il y a eu des Borelli, il y a eu Denisot. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, s'il y avait un petit peu plus de présidents aussi présents que Jean-Michel Aulas dans le milieu du foot, pas que français, européen, international, pour défendre justement le produit football français, ça serait peut-être pas si mal. Alors parfois, il exagère un peu sur les réseaux sociaux. Il nous agace. Je vais vous dire, Jeannot Rességui, il nous agace en tant que supporter, notamment avec sa communication par Twitter. Elle est complètement hallucinante et pour moi, je la compare à celle de Musk, vous savez, le PDG de Tesla. Voilà. C'est-à-dire, ça va dans tous les sens et de temps en temps, on se demande vraiment si ça joue pour l'Olympique Lyonnais ou ça joue contre l'Olympique Lyonnais parce que ces tweets, vous les avez vus, ils sont repris par les supporters, il y a des insultes régulièrement. Donc, pour moi, c'est pas valoriser son club. Je trouve, de temps en temps, il va un petit peu trop loin. J'aimerais avoir votre avis un petit peu aussi dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce que j'allais vous dire avant la question, c'est qu'il en fait parfois un peu trop, et notamment dans les réseaux sociaux. Alors, à défendre son club, c'est bien d'être présent et de dire ou de rappeler certaines choses. Être un petit peu trop, on va dire, dirigé vers certains médias et aller un peu loin dans la discussion ou dans l'échange avec les supporters. Oui, c'est vrai que parfois, il y a des insultes qui fusent. Et c'est le risque. On s'expose à ce genre de choses quand on va sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment sa place ? Je pense que oui, mais à dose homéopathique. Y aller doucement. Mais après, c'est un débat du modernisme aujourd'hui, quoi. Qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui n'essaye pas d'être présent, qui n'essaye pas d'avoir des followers. Lui, il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est défendre son club. C'est le plus important. Alors après, il le fait peut-être maladroitement. À vous les supporters d'en juger, et apparemment, pour certains, ça vous agace, mais il n'en demeure pas moins que je ne pense pas que ça desserve vraiment le club, en tout cas dans les instances, par rapport au corps arbitral, parce que j'en ai lu des choses. Hein. Vous parlez trop, on va nous tomber dessus, ça va. Non, je ne pense pas qu'on en arrive là. Après, peut-être que dans le microcosme des présidents de clubs de foot, de Ligue 1, et en plus on a des élections qui approchent avec des représentations dans le collège de Ligue 1, des représentations aussi au niveau de la structure européenne des clubs. C'est là où ça peut-être être gênant. Mais bon, il vit avec son temps, quoi. Et parfois, quand on y va un petit peu trop fort et qu'on va un petit peu trop loin, on dérange. Oui, c'est vrai. En tout cas, Lyon, on ne pourra pas dire que cette saison, ça aurait été complètement négatif. On va y revenir sur ce Final 8. On a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions. On a fait victoire avec les féminines en Ligue des Champions et un quart de finale de Youth League aussi avec les jeunes, ce qui fait de l'Olympique Lyonnais un club majeur en Europe. J'aimerais qu'on revienne sur ce Final 8, puisque vous l'avez commenté, ce Final 8 de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que vous tirez un petit peu de cette épopée de l'Olympique Lyonnais, de cet été délicieux, comme l'a dit Édouard G? C'était un moment particulier déjà parce que jouer un match retour au mois d'août alors que le match aller s'était joué fin février, bon, ça déjà c'est le premier point. La formule en elle-même, elle est ce qu'elle est, elle peut être appréciée, elle peut être critiquée, elle peut être réductrice, elle existe, elle est là, elle est comme ça, et c'est pas pour autant que le Bayern Munich a volé sa Ligue des Champions. Ça aurait été le PSG ou Lyon qui aurait gagné, j'aurais dit exactement la même chose. En revanche, j'ai l'impression que cette coupure a donné le sentiment aux joueurs qu'il fallait qu'ils se reconcentrent sur eux-mêmes, sur le collectif, sur un vrai état d'esprit conquérant
et sur le message de Rudy Garcia. Ça n'a peut-être pas été simple pour Rudy Garcia, ça n'a peut-être pas été simple pour les joueurs non plus, que de se retrouver en cours de saison à changer d'entraîneur. C'était pas dans les habitudes du club. De se retrouver avec un Juninho qui avait du mal un peu à trouver sa place. Et je pense qu'aujourd'hui, il a bel et bien trouvé sa place. Et qu'au travers de déjà ce premier rendez-vous à Turin, il y a la défaite, mais il y a ce but de Memphis Depay. Il y a sur l'ensemble des 2 matchs la qualification. Ça a été un moment fort et je pense un moment fédérateur. Et là, on n'est pas encore à Lisbonne. On n'est pas sur la finale à 8. On y arrive dans un deuxième temps. Et quand on voit ce que Lyon a été capable d'accomplir dans encore une fois un état d'esprit remarquable, pas un football extraordinaire, on est d'accord, mais quelque chose de cohérent, de solide, un schéma tactique qui a même été travaillé en amont, mais aussi pendant la préparation, donc dans la perspective de la Ligue des Champions. Et ce qui se passe face à Manchester City, moi je suis désolé, c'est juste magique. Au-delà de ce qu'avait réussi à faire le Lyon de Genesio à l'automne 2018 avec une victoire là-bas et un match nul au Parc OL, c'est tout simplement quelque chose qui s'est construit autour du groupe et autour de l'entraîneur. C'est là-dessus que je pense les supporters de l'Olympique Lyonnais doivent se dire, tiens, maintenant il s'est peut-être passé quelque chose. Oui, alors après, juste pour finir, est-ce que ça va continuer avec le même groupe? Là est toute la question. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des départs parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe? Mais ce qu'on a vu là sur la reprise, avec le match contre Dijon, je pense qu'on est un peu quand même dans la droite ligne de ce qui a été déjà travaillé sur le parcours en Ligue des Champions. Ouais, mais alors moi je discute régulièrement avec des supporters que j'invite sur cette chaîne, et bien sûr le Final 8 a été nickel en termes d'état d'esprit. On s'est dit waouh, il y a quelque chose qui a changé, mais au retour du championnat, c'est là où on verrait toutes les lacunes de nos joueurs. Et c'est vrai que sur ce match contre Dijon, certes, on l'a gagné, parce qu'il fallait le gagner, mais on a vu la limite de certains joueurs, même d'une manière criante, que ce soit Maxwell Cornet sur les centres, que ce soit le duo d'attaque Toko Ekambi et Dembélé, on a vu encore des choses absolument répugnantes en termes de supporters. Et surtout, pour de tels joueurs, en fait, parce que Dembélé, vous avez cité City, c'est vrai qu'il a été l'homme fort contre Manchester City, il a fait une bonne rentrée aussi contre le Bayern Munich. Alors là, contre Dijon, on ne sait pas s'il a la tête ailleurs, mais vous voyez, c'est cette espèce de syndrome de Cendrillon, du carrosse qui se transforme en citrouille à l'Olympique Lyonnais, c'est quasi permanent. Et c'est ce qui énerve aussi les supporters, c'est qu'on est capable de faire de grosses prestations quand il le faut, et puis après, on arrive contre Dijon, ça patauge dans la semoule, mais vous allez me dire, ce qui est positif, c'est qu'on a bien démarré le championnat. Mais dans le jeu, on attend toujours un petit peu mieux, et c'est un peu ça. Le supporter lyonnais est extrêmement exigeant avec ses joueurs. Après, on est dans un contexte particulier aussi, dans une saison qui a repris avec des matchs de préparation pour la Ligue des Champions. Voilà, le championnat qui redémarre, et on a vu avec tous ces cas de Covid, on ne sait pas si on va arriver à faire d'ici fin octobre une journée de championnat concrète. Avec tous les matchs disputés comme c'était prévu dans la programmation et l'arrivée du nouveau diffuseur du foot français, je me pose vraiment la question de savoir si aujourd'hui on est capable de dire oui, on va avoir une journée de championnat qui va se dérouler normalement. Donc ça, je pense que, et c'est pas que pour Lyon, c'est que pour les clubs de foot en général, ça va être compliqué à gérer. Et là, on parle des pros, mais chez les amateurs, ça va être pire. Donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir tenir compte de ce contexte-là. Vous, les supporters, en plus, vous êtes, on va dire, bloqués par cette histoire de jauge, où il va y avoir pour l'instant que 5000 personnes dans le stade à Lyon et dans les autres stades pareils. Est-ce que l'évolution du Covid ou le retour d'une crise sanitaire qui va être peut-être plus importante. On le voit avec les zones rouges qu'il y a un petit peu partout en France. Donc tout ça va faire qu'on va encore vivre une saison particulière. Et ça, c'est une certitude. Alors, est-ce que ça veut dire que ça changera quelque chose dans l'approche des matchs, dans la préparation des matchs? Ça, c'est une certitude. Est-ce que ça va changer les choses par rapport à quid de Memphis Depay, quid d'Aouar, quid de Dembélé, qu'est-ce qui peut se passer réellement avec des joueurs qui vont venir à Lyon, mais est-ce qu'il y en a qui vont vraiment vouloir venir sans Coupe d'Europe? Ça va pas être simple à gérer tout ça. Et je crois qu'il faut qu'on en tienne compte tous, mais vous les supporters, comme nous les journalistes. Comment vous le voyez, vous, ce mercato de l'OL? Comment l'Olympique Lyonnais peut retrouver l'Europe et en tout cas essayer de progresser? Parce qu'on a vu qu'on est arrivé en demi-finale, c'est bien, mais comment
arriver à la marche du dessus. Qu'est-ce qu'il faut à l'Olympique Lyonnais? Franchement. Il faut du recrutement à l'image d'un Memphis Depay. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut du recrutement au-dessus de 20-25 millions d'euros. Mais est-ce qu'aujourd'hui, économiquement, c'est faisable? Je me pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui vont venir acheter Aouar, si ça se fait, ou Dembélé, Depay, ça paraît plus compliqué puisqu'il lui reste qu'un an de contrat. Est-ce que lui va être aussi dans le fait de dire je prolonge pas, je reste à Lyon et puis je suis libre de faire ce que je veux à partir de janvier. Voilà, il y a tout ça. Il faut tenir compte de tout ça. Après, je suppose qu'avec Juninho, Rudy Garcia sont en train de mettre en place vraiment les profils de joueurs dont ils ont besoin, et tout du moins dans les secteurs de jeu dans lesquels ils en ont besoin. Après, pensons aux jeunes, quoi. Moi, Melvin Barr, j'ai envie de le voir un peu plus, quoi, titulaire, dans un vrai rôle de latéral, mais quelqu'un qui en plus a une bonne patte gauche et qui peut apporter ce que a pu apporter Cornet. Donc voilà, repositionner peut-être Cornet dans un rôle un peu plus de milieu de terrain. Voilà. Après, je pense que il faut utiliser un peu plus Cherki, ça c'est mon point de vue, parce que c'est quelqu'un qui a été amené. Alors oui, je sais que les médias, certains ont dit il a été réclamé par les supporters et Rudy Garcia a fait de la politique. Mais on s'en fout. Oui, peut-être qu'il a fait de la politique, mais il l'a lancé. Après, il l'a lancé. Moi, j'étais au Zénith. Il le lance sur un match de Ligue des Champions. Pas facile du tout, très compliqué. Et le gamin a montré des choses intéressantes. Regardez ce que fait Kamavinga. Je veux dire, Cherki, je pense qu'il faut lui en donner un peu plus de temps de jeu. Et à la limite, j'étais à ce match contre Nantes en Coupe de France, il claque le doublé. Ce positionnement-là de faux numéro 10 derrière les deux attaquants, c'est son poste de prédilection. Je trouve que c'est le meilleur placement. Voilà, parce que le gamin, quand on lui dit on va te donner du temps de jeu, mais il y a un peu de frustration chez lui et c'est normal, et il retrouve un peu les qualités qui parfois font ses défauts, de vouloir être un petit peu trop personnel et d'oublier le collectif. Mais quand on voit le match qu'il est capable de livrer à Nantes sur la Coupe de France et de régaler ses partenaires, de trouver des espaces, de trouver de la profondeur, c'est un gamin qui mérite un peu plus au niveau du temps de jeu, à mon sens. Voilà. Le gros risque, c'est un peu de griller ces jeunes. C'est en tout cas ce que disait Rudy Garcia il y a quelques mois en arrière, où on lui faisait le reproche de ne pas assez faire jouer Melvin Barr, de ne pas faire jouer Amine Gouiri, parce qu'on n'en a pas parlé d'Amine Gouiri. Oui, c'est vrai. Bon, il a fait 2 matchs. On dit qu'il flambe. Bon, il faudra attendre un petit peu plus, mais il n'a pas fait confiance à Amine Gouiri. Et Ryan Cherki, il l'utilise de temps en temps. Moi, je me rappelle du dernier match que j'ai vu au Parc OL, c'était contre Saint-Etienne, avant la crise du Covid. J'allais croiser le père de Ryan Cherki, il me dit Ryan va rentrer, il va jouer. Mais il n'est pas rentré, et franchement, ça a fait écho à l'entraînement d'avant-match que j'ai vu. J'ai vu un Ryan Cherki en train de faire des tours du monde en jonglant. Vous voyez, il n'est pas encore, je pense, assez professionnel concerné. Il n'a que 17 ans, et je pense que Rudy Garcia, il essaye vraiment de gérer au mieux l'éclosion de ces jeunes-là. Et on lui en a fait le reproche, on lui en fait toujours le reproche, mais effectivement, ce sont des joueurs extraordinaires. Vous parlez de Kamavinga, qui est en équipe de France, mais attention, ils n'ont que 17 ans. Le parcours est long, il y a les blessures. Là, on a vu un Mbappé qui est quand même un petit peu moins performant, surtout depuis qu'il a pris des blessures, sa blessure à la cuisse. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est aujourd'hui, on starifie. Mais c'est pour ça que je pense que Rudy a bien fait les choses dans la gestion de Cherki. Melvin Barr, bon, ça a failli passer un peu de l'autre côté de la barrière avec le Bayern. Avec le Bayern. L'approche. Mais je crois qu'aujourd'hui, et dans le discours de Deschamps sur la présentation de sa liste jeudi, il a été clair, quoi. Il a dit aujourd'hui, il y a de la maturité chez ces jeunes qu'il n'y avait pas à une certaine époque. Alors après, moi, je ne vais pas être dans le détail de chacun des joueurs, mais à un moment donné, s'il y a du talent, je pense que le talent, il faut lui faire confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté, il faut de la gestion pour faire progresser aussi l'intelligence de jeu d'un jeune joueur. Et je pense, alors je le connais pas bien, je connais pas du tout, je connais pas son entourage, mais j'ai cru comprendre que tout était solide, que tout était bien fait. Oui, donc, allons-y, quoi. Donnons-lui la possibilité de s'exprimer, surtout dans une saison qui sera une saison blanche de Coupe d'Europe, quoi. Et peut-être qu'il va y avoir un déclic. J'entends ce que vous dites par rapport à l'entraînement, par rapport à peut-être un côté dilettante.
Mais bon, les pépites sont comme ça aussi parfois, hein, et donc il faut essayer apprendre à les gérer. Et je pense que Rudy Garcia est capable de le faire, il l'a déjà prouvé, et va peut-être faire un peu plus avec lui et avec d'autres jeunes. Voilà, oui, Guiri, on en parle, d'accord. Ce qu'il fait à Nice, c'est peut-être parce qu'il est arrivé là-bas dans une sorte de confiance qu'il n'avait pas à Lyon. Le coach Vieira le voulait. Regardez ce qui se passe avec Thuram, hein, le fils de Marcus, le fils de Lilian, pardon, ou à Monaco, bah, il n'avait pas de temps de jeu, et puis là, il commence à avoir du temps de jeu à Nice. Ça dépend aussi de ce qui se passe entre le joueur et l'entraîneur. Jebel, lui a été blessé, ancien lyonnais, qui va peut-être retrouver du temps de jeu à Monaco. Regardez ce qui s'est passé avec Anthony Martial. Voilà, il y en a des exemples. Mais l'académie de Lyon, elle est riche. Elle est riche de talent et aujourd'hui, il y a quand même des jeunes qui ont été capables. Regardez Cacré, bon, il y a des jeunes qui sont capables aujourd'hui de tenir la boutique. Cacré, il s'est révélé, vous le dites, c'est vrai, aujourd'hui, le milieu de terrain Guimarães-Cacré, normalement, il devrait rayonner sur la Ligue 1. Et moi, j'ai la chance d'avoir vu ces garçons-là, les de Nantes. J'ai vu le match à Bourges, où il a débuté, Cacré. Voilà, ce jour-là, j'ai dit, il y a quelque chose, mais j'étais pas convaincu. Pourtant, c'était un match contre une équipe de N3, je crois, à l'époque, puisqu'ils sont montés à N2, Bourges. Donc, il y a du talent. Je pense qu'il faut arriver maintenant à franchir le cap, quoi. Vous qui suivez un petit peu l'équipe de France, même beaucoup, alors il y a eu cette photo sur les réseaux sociaux où on voit Cacré, lors du match retour contre la Juve, relever Adrien Rabiot. Et on se dit, mais pourquoi Maxence Cacré n'est pas dans cette liste de l'équipe de France, alors qu'il y a un certain Camavinga? Vous voyez, ça n'aurait pas été si affolant que ça de convoquer Maxence Cacré. Vous voyez, alors, c'est un peu le... Ouais, oui. Il passe par la case des espoirs déjà. Ouais, il passe déjà. Ouais. Après, le milieu de terrain, Camavinga, n'oublions pas que s'il n'était pas programmé pour être appelé en septembre, hein, il vient parce que Pogba est positif au Covid. Ouais. Qu'entre-temps, il prend Rabiot parce que Matuidi s'envole pour Miami et pour régler ses problèmes avec son nouveau club. Donc, il y a plein de circonstances qui font que. Mais oui, quand on voit que Deschamps a appelé Guendouzi parce qu'il était espoir et qu'il était à Clairefontaine et qu'il le suivait aussi, il peut y avoir ce même genre de situation pour Cacré. Hein. C'est dans le domaine du possible. Mais là, par contre, ne brûlons pas trop les étapes. Vous parliez de ça par rapport à Cherki. Ne brûlons pas trop les étapes. Un Camavinga, il a déjà derrière lui une saison sur laquelle il a fait ses preuves. C'est vrai. Voilà. Et il a accompagné son équipe. D'abord, il y a eu la finale de la Coupe de France et après, il a accompagné son équipe jusqu'à une qualification en Ligue des Champions. Donc, bon, voilà, il y a des étapes à franchir. Mais ce qu'il a fait contre Turin, contre la Juve, ce qu'il a fait contre City, même s'il a eu un coup de mou sur la première période, mais il a bien récupéré le coup. Mais c'est un garçon qui est intéressant, quoi. Et je pense qu'il y en a d'autres encore à Lyon. Hein. Et qui a un profil complètement différent de ces milieux de terrain un peu physiques. C'est quelqu'un qui a pas un très gros physique, il est assez frêle, et pourtant il joue tout sur sa vision du jeu, sur son endurance, sur sa qualité à reproduire les efforts. Et c'est vraiment de cette vision de jeu, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans cette demi-finale face au Bayern, la première occasion, celle de Memphis Depay, il la passe. C'est Maxence Cacré. En profondeur. Cette passe clé est incroyable. Ouais. Donc, c'est un garçon qui joue vraiment sur ses qualités, à qui on a dit tu ne vas pas faire long fond en Ligue 1 parce que tu es trop frêle, etc. Eh bien non, il est en train de s'affirmer par un autre style de jeu, peut-être un style un petit peu là, je vais dire Iniesta, Xavi, un petit peu ce genre de physique-là, qui est en train de ressurgir un peu dans le foot là. Mais attention, le physique c'est une chose, mais alors par contre justement, il compense ce physique peut-être par où on va lui demander d'être beaucoup plus prompt sur le ballon, ne pas être en retard parce que là il y aura faute derrière. Maintenant pour son physique, il met le bois. Hein. C'est vrai qu'il y va. C'est pas mal. Il s'échappe pas quoi. Hein, voilà. Non. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Ouais. Mais il a un jeu qui va l'obliger à être vraiment hyper concentré et très présent sur le porteur du ballon et très rapidement. Parce que quand il est en retard, vous l'aurez noté, sur la Juve, sur City, il y a 3-4 fautes qui sont pour lui parce qu'il est en retard. Parce qu'il est en retard. Exactement. Mais il y a le positionnement aussi par rapport à Guimarães. Il y a justement le fait de se tourner vers le jeu et donc vers l'attaque et d'arriver à mettre des bons ballons. Il est dans un rôle de récupérateur relayeur moderne. Hein. C'est pas évident non plus. Hein. C'est ça. Et c'est là où un petit peu il a éclipsé Guimarães, qui n'a pas été très très bon sur ce Final 8, parce que Guimarães déjà il doit s'adapter un petit peu au plus haut niveau européen, au niveau mondial. Et puis c'est quelqu'un, Guimarães, qui aime avoir le ballon,
qui aime que le jeu passe par lui. Et effectivement, le jeu sans ballon est un petit peu compliqué. Là où peut-être Maxence Cacré, il a peut-être joué pour deux joueurs, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Et dernière question, Jeannot Rességuier, sur l'équipe de France, vu que vous la suivez, vous allez partir d'ailleurs en Suède bientôt. Et on part vendredi. Ouais, on les voit pas trop là, on va pas les voir beaucoup, mais on va les apercevoir en Suède. Mais ouais, c'est particulier pour eux aussi. Hein. Ouais, c'est particulier. Alors moi, j'aimerais revenir sur une petite question d'un ancien Lyonnais qui est l'un des meilleurs attaquants du monde, Karim Benzema. On voit que Rabiot est revenu en sélection. Vous qui êtes proche de cette équipe de France, qui connaissez très bien Didier Deschamps, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que j'ai l'impression que Deschamps en veut sur le fait qu'il ait, entre guillemets, perturbé le groupe, l'esprit du groupe, le collectif, dans ce qui s'est passé autour de l'affaire de la sextape, de la vidéo avec Valbuena. Parce que sinon, il aurait répondu à la question. C'est Loïc Braillet de chez nous, d'RMC Sport, qui a posé la question. Puisque vous ouvrez la porte à Rabiot, pourquoi vous n'ouvrez pas la porte à Benzema ? Et simplement, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Il l'a tourné un peu à la dérision, à l'humour d'aider, là, comme il fait, quand il n'a pas envie de répondre à une question. Je pense qu'aujourd'hui, et les résultats lui ont donné raison, oui, il fait finale de l'Euro 2016, il fait champion du monde, et il n'avait pas Karim Benzema. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour les passionnés de foot, de se dire, quand on voit ce qui se passe au Real Madrid, qui plus est depuis le départ de Cristiano Ronaldo, parce qu'il a quand même été quelqu'un d'important dans ce qu'a produit Cristiano Ronaldo ces 2 dernières saisons au Real, et aujourd'hui, voilà, ce qu'il arrive à faire, le palmarès qu'il a, c'est vrai qu'on est obligé de se dire si on l'avait en équipe de France. Mais après, si on l'avait en équipe de France, est-ce que ça marcherait aussi bien ? Est-ce que le collectif serait autour de lui ? Moi, j'ai des souvenirs d'une équipe de France qui a pas si mal tourné en 2014, et c'était les débuts de Deschamps, avec cette fameuse frappe de Benzema à la 93e minute, là, qu'il la détourne. Bon, est-ce que s'il la met pas au fond et qu'il y a égalisation derrière, est-ce qu'il prend pas un statut différent ? Parce qu'il a eu la confiance de Deschamps quand il était pendant 1222 minutes sans marquer. Vous vous rappelez cette histoire ? Voilà. Donc, il s'est passé autre chose, et j'en sais pas plus, très honnêtement. Il s'est passé autre chose entre lui, le joueur, et le sélectionneur. Ah ouais, il y a eu des mots entre eux. Je pense. Ouais. Mais parce que, quelque part, s'il rappelle Rabiot, c'est qu'il se dit qu'au milieu de terrain, à un moment donné, il va être obligé de rajeunir. Qu'il n'y aura plus du Sissoko, qu'il n'y aura plus du Matuidi, N'Golo Kanté qui commence un peu à piquer du nez, est-ce que ça ne va pas durer ? Donc, il est obligé de tenir compte de ça. En attaque aujourd'hui, c'est vrai qu'il a Giroud qui marque des buts. Bon, ce qu'il a fait aujourd'hui dans son compteur personnel, il l'a volé à personne. Après, est-ce que Mbappé, avec Griezmann, avec Dembélé qui va revenir, Martial qui est là, bon, voilà, est-ce qu'il ne va pas à un moment donné être obligé de prendre d'autres attaquants ? Et est-ce qu'il ne va pas se dire je pars sur autre chose ? Mais pour moi, la page Benzema, il l'a tournée. Ouais, c'est fini. Et je crois que le joueur aussi l'a tournée. Oui, je pense qu'il ne reviendrait pas. Même s'il était sélectionné, je pense qu'il déclinerait la sélection. J'avoue que je serais assez curieux de voir ça. Mais mais je pense que et l'un et l'autre ont tourné la page. Voilà. Je pense, et ça ne peut qu'être regrettable pour l'équipe de France, qui n'est pas une équipe, qui est un groupe, et ce groupe que défend Deschamps par rapport à des individualités et par rapport à des comportements. Voilà, on peut parler de Lacazette aussi, même à l'époque où il flambait avec Arsenal. Mais c'est un problème de comportement. Rappelez-vous, c'est à l'Euro 2016, au stage. Avant l'Euro, c'est à Biarritz, je crois. Il y a eu un comportement, enfin c'est ce que j'avais lu, je crois, dans l'équipe, de Lacazette qui avait été absolument détestable pendant un entraînement. Et je crois qu'il avait eu des mots avec le sélectionneur qui n'avait pas du tout aimé son état d'esprit. Il l'a renvoyé. C'est la même chose avec Ben Arfa. Ben Arfa, il flambe pendant la préparation de l'Euro 2016, etc. Il le recadre. Il ouvre la porte à Valbuena, il rouvre la porte à Gignac. Voilà, et à l'époque, c'était même, ça avait recommencé à Marseille quand il était entraîneur. Ouais. Donc, je pense que il s'est passé quelque chose de différent. Regardez Martial, je me rappelle moi d'une séance à huis clos de veille de match contre les Pays-Bas à Amsterdam,
où Deschamps a une explication sérieuse avec lui, l'aligne pas, le fait rentrer très peu et après il disparaît. Et là, il le rappelle. Parce qu'il se rend compte aussi que c'est quelqu'un qui finit fort son championnat avec Manchester et qu'il a un profil comme Mbappé, capable de jouer sur un côté, capable de jouer dans l'axe, quoi. Voilà. Donc, il aime bien piquer un petit peu. Il aime bien les mettre dos au mur, les mettre face à leurs responsabilités, leur dire écoute, tu fais le malin, tu vas un petit peu faire du banc ou alors tu vas aller dans ton coin et je te rappellerai quand tu auras changé d'état d'esprit. C'est peut-être un peu ça. Je pense qu'il n'aime pas que piquer les joueurs. Il aime bien piquer tout simplement. Didier Deschamps. Il aime bien de temps en temps avoir un peu de dérision, de second degré, même avec nous les journalistes, hein, même avec les membres de son staff. Hein. Il aime ça. C'est le personnage qui est comme ça. Et juste dernière question, là, et puis je vous laisse. On parle de l'entraîneur Didier Deschamps. Est-ce que vous connaissez un petit peu Rudy Garcia? Est-ce que vous pouvez me parler rapidement de Rudy Garcia, l'entraîneur? Moi, je l'ai connu à ses débuts. Je l'ai un peu plus connu à l'époque du doublé à Lille. Moi, je pense que c'est un bon meneur d'hommes. Ouais. C'est quelqu'un qui a progressé énormément d'un point de vue tactique. C'est un bosseur. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui aime jouer aussi avec la communication, qui aime jouer aussi avec qu'il est charmeur. Les médias. Ouais, il y a un peu de ça. Ben, quand vous passez par l'Italie, je pense que inévitablement, vous êtes obligé d'être dans ce rôle-là. Et je pense que à Marseille, il les amène quand même en finale de la Ligue Europa, donc c'est pas un si mauvais parcours que ça. Vous, il vous amène quelque part en demi-finale de la Ligue des Champions, donc c'est pas si mal que ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il arrive à mettre en place ce qu'il a su faire avec le groupe pour la finale à 8. Il faut qu'il arrive à le faire pour une saison. Avec la confiance du président, il l'a. Avec la confiance du directeur sportif, il l'a. Il parle beaucoup. Avec un staff qui est quand même bien étoffé. Je pense que vous, les supporters, il faut que vous soyez un petit peu plus proche de lui, peut-être. Peut-être que ça serait un message fort à lui envoyer. Je suis pas son avocat, mais c'est quelqu'un que j'estime. Et je pense que s'il y a un peu plus de lien entre vous, le public, les supporters et lui, peut-être que ça le confortera justement dans son travail d'arriver à vous proposer à vous, supporters lyonnais, qui êtes parfois très difficiles, des matchs intéressants avec du spectacle, avec des résultats. Après, le football, s'il y a une série de résultats, je pense que tout le monde sera content. Hein. C'est le plus important. Mais écoutez, merci beaucoup, Jeannot Rességuier. C'était un véritable plaisir de pouvoir discuter avec vous. Plaisir partagé. Franchement, merci. Donc, les gones, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à commenter ce qu'a dit Jeannot Rességuier. Mettez un pouce, abonnez-vous à cette chaîne. C'est super. Franchement, merci beaucoup encore une fois, Jeannot Rességuier, que vous pouvez retrouver sur RMC, évidemment. Elle est très vite sur Lyon, d'ailleurs. Hein. Je viens sur Lyon-Nîmes, je crois, sur la prochaine journée de championnat. Une très belle affiche, n'est-ce pas? Après la trêve internationale. Ah, attention les cocos, hein. Ça peut être un match intéressant. Mais oui, écoutez bien RMC, regardez RMC Sport TV et surtout restez bien proche de votre club, l'Olympique Lyonnais, parce qu'en ce moment, pour vous aussi les supporters, c'est pas facile, c'est pas simple. Pour nous, de commenter des matchs avec un stade vide, c'est pas simple non plus. Donc voilà, on espère qu'on va retrouver une vie à peu près normale en début d'année 2021, j'espère. Merci beaucoup, Jeannot Rességuier. À très vite. À très vite. À bientôt. Au revoir.